Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Vous êtes sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média et la grande information de ce samedi, c'est tout simplement que le nouveau président iranien Hassan Rouhani va prêter serment en lieu et place de l'ex-chef d'État qui s'appelait tout simplement Mahmoud Ahmadinejad. Et puis une autre information qui est tombée bien sûr jeudi soir, c'est tout simplement que le Il Cavaliere, l'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, a été condamné à 4 ans de prison. En rappel, il faut dire tout simplement qu'on saura dans les jours qui viennent si et seulement si il sera inéligible pour les 4 années à venir. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. La première partie de cette édition est réservée tout simplement au reportage. La seconde partie à la presse écrite. Nous saurons et nous allons lire ensemble quelques colonnes des journaux internationaux avec les sujets qu'ils ont pu traiter au cours de cette semaine qui s'achève. C'est ça également le monde en 60 minutes puisque nous faisons le monde et le tour du monde en une heure. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici la première partie. Elle est réservée au reportage. Contre toute attente, c'est dans le calme et la sérénité que s'est déroulé le dimanche 28 juillet 2013 le premier tour de la présidentielle malienne. En dépit de menaces d'attentat d'un des groupes djihadistes qui ont occupé le Nord Mali avant d'en être chassés en janvier dernier, pas un seul acte de violence ni le moindre incident ne sont venus ternir le scrutin. Selon les observateurs nationaux et internationaux, le taux de participation des quelques 6,9 millions d'inscrits pourrait en conséquence être plus élevé que celui des présidentielles précédentes qui n'a jamais dépassé 40%. Même à Kidal, berceau des Touaregs et de leur rébellion, aucun incident n'a été noté dimanche, pourtant le vote y était incertain il y a peu. Cependant, seuls des dysfonctionnements ont pu gêner des électeurs qui ne trouvaient pas leur nom sur les listes des bureaux de vote où ils étaient inscrits, mais ont été réglés au fur et à mesure selon le réseau d'appui au processus électoral au Mali, qui avait déployé 2100 observateurs indépendants dans tout le pays. Peut-on dire que ce forcing de la France à organiser les élections présidentielles à la fin du mois de juillet 2013 au Mali aurait sa raison d'être? Pour François Hollande, cette élection consacre le retour du Mali à l'ordre constitutionnel après la victoire obtenue sur les terroristes et la libération du territoire. En outre, les résultats de ce premier scrutin de la présidentielle au Mali après le putsch du 22 mars 2012, date de la chute d'Amadou Toumani Touré, seront connus au plus tard ce week-end. Mais, selon les premières tendances officielles, l'ex-premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta sera en tête du premier tour, loin devant son principal rival, l'ancien ministre des Finances Soumaïla Cissé. Des premières données provisoires que conteste déjà l'entourage de Soumaïla Cissé, nonobstant les déclarations du patron de l'ONU Ban Ki-moon, qui avait prévenu il y a 2 semaines que cette élection serait imparfaite, mais qu'il faudrait néanmoins en accepter les résultats. C'est depuis dimanche dernier que la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, s'est rendue au Caire pour une visite de quelques jours. Une visite au cours de laquelle elle a pu rencontrer le président déchu Mohamed Morsi, détenu dans un endroit secret par l'armée depuis le coup d'État dernier qu'il a destitué début juillet. Selon la porte-parole de Mme Ashton, la rencontre avait duré 2 heures et avait permis des discussions approfondies. Pour les islamistes qui soutiennent toujours le président déchu, le compromis proposé par l'Union européenne d'un transfert du pouvoir au gouvernement provisoire et de la fin des troubles dans les rues du Caire n'est pas envisageable et qu'ils poursuivraient leur manifestation jusqu'au retour à la légitimité constitutionnelle. La coalition des groupes islamistes a d'ailleurs appelé des rassemblements mardi prochain
en mémoire des martyrs du coup d'État. Un porte-parole des Frères musulmans a affirmé que le mouvement accepterait toute initiative, mais à la condition qu'elle soit fondée sur la restructuration de la légitimité et l'annulation du coup d'État. Quant aux nouvelles autorités égyptiennes, elles comptent poursuivre leurs avertissements envers le camp Promossi, promettant des mesures décisives et fermes s'ils outrepassaient leur droit à l'expression pacifique. L'Italie pleurait ses morts mardi lors d'une journée de deuil décrétée à l'occasion des funérailles des victimes du dramatique accident de car qui a fait au moins 38 morts et 10 blessés parmi les passagers le week-end dernier dans la région de Naples. Drapeaux en berne dans tous les édifices publics, commerces fermés pour quelques heures, programmes de télévision chamboulés, le gouvernement a décrété toute une journée de deuil national. Les funérailles des victimes à Pozzuoli se sont déroulées en présence du Premier ministre Enrico Letta. 28 des 38 personnes tuées résidaient dans cette petite localité balnéaire proche de Naples. L'autocar transportait 48 passagers, dont de nombreux enfants, tous originaires de la province de Naples. Ils revenaient du pèlerinage à Pietrelcina, la ville natale de Padre Pio, un prêtre italien canonisé en 2002 et vénéré dans le sud de l'Italie. Les blessés les plus atteints sont des enfants, parfois très jeunes. Plusieurs qui ont été hospitalisés à Naples n'ont que 3 ans. Détail poignant relevé, aucun n'a reçu la visite de ses parents, ce qui fait craindre que ces derniers ont perdu la vie dans cette catastrophe. C'est un moment très triste pour l'Italie, une tragédie énorme, a réagi Enrico Letta, tandis que le président Giorgio Napolitano dénonçait une tragédie inacceptable qui incite toutes les institutions comme citoyens à un engagement plus tenace en faveur de la sécurité routière. Le parquet d'Avellino a ouvert une enquête pour homicide involontaire. L'enquête portera non seulement sur l'éventuelle responsabilité du chauffeur mort dans l'accident, mais aussi dans l'état du véhicule et la qualité de la barrière de protection défoncée par l'autocar pendant sa course folle. Une autopsie sera réalisée sur le corps du chauffeur pour vérifier si ce dernier avait pris des drogues ou de l'alcool ou encore s'il avait été pris d'un malaise. L'autocar, un gros car de tourisme, est arrivé à vive allure sur une zone en descente, en dépit de nombreux panneaux de limitation de vitesse et a percuté les véhicules qui se trouvaient devant lui, provoquant un énorme carambolage. Puis il a défoncé le rail de sécurité du viaduc sur plusieurs mètres et plongé dans la broussaille. Cette portion d'autocar est particulièrement dangereuse et plusieurs accidents graves s'y sont produits par le passé. C'est la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle qui pleure ses 79 morts survenus dans un accident de train. Le vibrant hommage est célébré dans une cathédrale de cette ville du nord de l'Espagne, reconnue comme étant un lieu de pèlerinage. Le couple princier s'est joint aux foules nombreuses pour exprimer leur consternation aux familles des victimes, visiblement abattues par le choc inoubliable. Depuis jeudi, les mouvements de va-et-vient des populations sont observés en direction de la cathédrale où les fidèles vont déposer des germes de fleurs et des messages de compassion. C'est la consternation totale. C'est de la compassion autant des familles des victimes si durement éprouvées. On parle de 79 faits d'homicide par imprudence imputés au conducteur du train accidenté. C'était donc une cérémonie fort courue par de nombreuses personnalités. Malgré le fait qu'elle soit organisée après que la plupart des victimes soient enterrées, la cérémonie n'a rien perdu de son éclat. Et c'était à l'archevêque de Saint-Jacques, Julien Barrio, de délivrer le message de condoléances aux familles des victimes continuellement en larmes. L'auteur de l'accident, qui n'est personne d'autre que le conducteur Francisco José, âgé de 52 ans, est en liberté et devrait comparaître libre car il est soupçonné d'avoir roulé plus vite que prévu sur la distance à problème. Toutefois, les enquêteurs cherchent à savoir comment un conducteur de la trempe de Francisco, qui avait déjà parcouru 60 fois cette ligne, a pu se laisser distraire pour aboutir à ce fameux choc.
La question de l'homosexualité était aussi au centre de la visite du pape François au Brésil. C'est un sujet qui anime l'Église catholique depuis un bon moment. À l'heure où les hommes de Dieu sont accusés des délits d'homosexualité, il était de bon ton que le représentant de l'Église Saint-Pierre de Rome donne la position de l'Église catholique. Ainsi, dans son discours, qui a suscité diverses interprétations, le pape a clairement dit son engagement à ne pas soutenir la doctrine qui révolutionne l'homosexualité dans le monde, car c'est une pratique contraire aux enseignements de l'Église de Dieu. Même si certains observateurs n'y voient pas un engagement formel du prélat de combattre la pratique de l'homosexualité, on peut aussi affirmer, sans risque de se tromper, que l'homme de Dieu ne l'encourage non plus. Sa position pourrait bien évidemment laisser perplexes des centaines de milliers de chrétiens qui auraient souhaité que leur pape prenne une position ferme à ce sujet. Dès lors, on s'interroge sur l'attitude du pape François, qui craint peut-être la foudre des homosexuels, ou tout simplement celui du prélat qui vise l'harmonie entre différentes fractions sociales. Difficile donc d'imaginer ce qui se dit dans les pensées du prélat, bien que bon nombre souhaiteraient qu'il se prononce davantage sur la question. En attendant d'autres sorties spectaculaires du pape sur la question d'homosexualité, les prêtres et autres hommes de Dieu peuvent continuer leur sale besogne, puisqu'ils n'ont pas reçu l'ordre formel de mettre fin à ces cochonneries. Israéliens et Palestiniens ont repris lundi soir à Washington leurs négociations directes gelées depuis 3 ans sous l'égide des États-Unis, qui les ont exhortés à trouver un compromis raisonnable pour faire la paix. Dans un salon d'apparat du département d'État, la ministre israélienne de la Justice Tzipi Livni était assise à côté du négociateur en chef palestinien Saïb Erekat autour d'une table de 9 personnes dressée pour le dîner de rupture du jeûne du Ramadan l'Iftar, offert par le secrétaire d'État John Kerry. En accueillant ses hôtes, c'est en souriant, le patron de la diplomatie américaine a salué un moment très particulier et a même plaisanté à l'ensemble qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Le secrétaire d'État, qui est l'artisan de cette reprise de contact direct entre Israéliens et Palestiniens, les avait exhortés avant cette rencontre symbolique à trouver un compromis raisonnable pour mettre un terme à leur contentieux historique. Après plus de 6 décennies de conflits et de multiples échecs de relance du processus de paix, le département d'État avait prévenu dans la journée que ces négociations pourraient durer au moins 9 mois, tout en refusant de parler de la date butoir. Les dernières négociations de paix directe israélo-palestiniennes avaient capoté en septembre 2010, au bout de 3 semaines en raison de la poursuite de la colonisation israélienne à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Pour superviser les pourparlers, John Kerry a nommé comme émissaire spécial un ancien ambassadeur en Israël, le très respecté Martin Indy, 62 ans, qui s'est dit convaincu depuis 40 ans que la paix était possible. La décision du gouvernement israélien d'approuver la libération de 104 prisonniers arrêtés avant les accords d'Oslo en 1993 a été saluée par les autorités palestiniennes et par Washington, mais a provoqué de vives réactions en Israël. Ce projet de loi est considéré comme un geste envers les ministres de droite qui redoutent les concessions pouvant être demandées à Israël lors des négociations. Ils craignent la cession des territoires sous contrôle israélien comme Jérusalem-Est sur une simple décision du cabinet. Le FBI a annoncé lundi l'arrestation de 150 proxénètes et la libération de 105 enfants au cours d'une vaste opération contre la prostitution infantile à travers les États-Unis. Cette opération conduite ces 3 derniers jours dans les casinos, les motels et des aires de repos pour routiers à travers 76 villes américaines a été menée en partenariat avec le Centre national pour les enfants exploités et disparus. Elle concerne en majorité des adolescentes âgées entre 13 et 16 ans, a indiqué lors d'une conférence de presse Ronald Roscoe, directeur du FBI chargé des enquêtes pénales. Facilement manipulées, ces jeunes femmes sont plus vulnérables car elles évoluent en dehors du cadre familial et sont en général placées dans des centres d'accueil.
Les enfants libérés ces derniers jours avaient entre 13 et 17 ans. Il s'agissait en majorité de jeunes filles. Près de la moitié, soit 47 sur 105, ont été retrouvés dans 5 villes, San Francisco, Détroit, Milwaukee, Denver et la Nouvelle-Orléans. De l'argent, de la drogue, des armes et des véhicules ont été saisis. L'opération a été menée en coordination avec les forces de l'ordre au niveau local, au niveau de l'État et au niveau fédéral. Depuis le lancement de son programme Innocence Lost en 2003, le FBI affirme avoir sauvé 2700 enfants et emprisonné 1350 proxénètes, dont 10 ont été condamnés à la prison à vie. Selon le ministre de la Justice, sur les 450 000 enfants qui figurent chaque année aux États-Unis, un tiers est repéré et poussé vers la prostitution dans les 48 heures. Cette opération démontre combien d'enfants américains sont vendus pour le sexe chaque jour, dans de nombreux cas sur Internet, a déploré John Ryan, président de cette organisation. Notre objectif est de discuter ouvertement du trafic d'enfants, a déclaré M. Orsko. Nous essayons de sortir ces crimes de l'ombre et de les mettre en pleine lumière, a-t-il dit, estimant que cela avait été un élément crucial dans le succès de cette opération. Encore des attentats suicides en Irak. Le pays a été secoué ce lundi par une série d'explosions de voitures piégées à Bagdad, la capitale irakienne. Le premier bilan fait état de plus de 67 morts et 130 blessés. Cette série d'attentats suicides concernant 11 véhicules visait pour la plupart les chiites, indiquent les sources policières et médicales. Avec ces dernières attaques, l'Irak enregistre plus de 800 personnes tuées au cours du mois de juillet et plus de 3000 depuis le début de l'année 2013. Un bilan lourd qui ne devrait sûrement pas s'arrêter en ces chiffres sur la détermination des terroristes et l'incapacité des services de sécurité irakiens. Le ministère de l'Intérieur mettant en garde contre les chaos dans le pays lance un appel aux citoyens à soutenir les forces de sécurité pour combattre les violences avant d'affirmer que l'Irak est confronté à une guerre ouverte menée par les forces confessionnelles sanguinaires qui visent à plonger le pays dans le chaos. Mais il convient de relever que l'Irak vit cette situation depuis le départ de Saddam Hussein. Le pouvoir détenu par la majorité chiite est contesté par les minorités sunnites qui se sentent marginalisées. Depuis bientôt 3 mois, les attentats se multiplient, renouant avec les niveaux de 2008. Certains observateurs s'accordent à dire que si rien n'est fait, l'Irak risque de plonger dans une guerre civile sans pareil. Il revient donc aux autorités irakiennes de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre un terme à ces tueries qui n'ont que trop duré. Après la première partie de votre magazine d'information réservé au reportage, nous rentrons immédiatement dans le vif du sujet avec la seconde partie réservée à la presse écrite. Ensemble, feuilletons quelques colonnes des journaux pour savoir les sujets qu'ont traités nos amis de la presse écrite. On commence par la journée de lundi. Égypte, Tunisie, révolution en péril, c'était le titre choisi lundi par Libération qui notait le chaos au Caire, l'instabilité à Tunis. Le quotidien indiquait à ses nombreux lecteurs que le deuxième acte des printemps arabes inquiète la communauté internationale. À ce propos, l'Humanité relevait que l'assassinat du député de gauche Mohamed Brahimi a déclenché une vague de contestation. L'opposition retrouve le chemin de la rue et vient de faire tomber le gouvernement islamiste. D'où la une du journal fondé par Jean Jaurès, le peuple tunisien aux islamistes dégage. L'Humanité faisait également un hommage à Jean Jaurès et informait ses lecteurs que c'était le 31 juillet 1914 que le fondateur de l'Humanité a été assassiné. En page 7, l'Humanité relevait que l'Égypte est pris en étau entre les frères musulmans et les militaires. Sujet qui a intéressé le Figaro lundi qui titrait « Égypte, le spectre de la guerre civile ». Pour le quotidien, des dizaines d'islamistes ont été abattus en une seule nuit. Il s'agit d'un des épisodes les plus sanglants depuis la chute de Moubarak en 2011. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre qui ont fait 74 morts parmi les islamistes le week-end dernier
laisse craindre le pire dans un pays à l'impasse où l'impasse politique semble totale. Le Figaro relevait que cette confrontation tend encore un peu plus la situation en Égypte entre une armée intransigeante et les partisans du président déchu Mohamed Morsi déterminés. L'explosion de violence et la paralysie politique inquiètent la communauté internationale. À l'image de John Kerry, le secrétaire d'État américain, rappelle d'ailleurs aux autorités égyptiennes leur obligation morale et légale de respecter le droit de manifester de manière pacifique et de respecter la liberté d'expression. Mais de son côté, l'armée se sent elle aussi légitime, persuadée d'avoir le soutien populaire et ne craint pas les effets pervers de la diabolisation des frères musulmans. Certains soutiens du nouveau régime craignent le retour d'un État policier. En page 2 et 3, le Figaro nous apprenait lundi que c'est à Copacabana que le pape François a célébré la messe devant 3 millions de jeunes. Les 28e journées mondiales de la jeunesse se sont achevées sur la célèbre plage de Rio de Janeiro où le pape a annoncé que la prochaine édition des journées mondiales de la jeunesse aurait lieu en 2016 à Cracovie en Pologne dans la région natale de Jean-Paul II de Karol Wojtyła qu'il proclamera saint à la fin de cette année 2013. Pour le journal catholique La Croix, au terme des journées mondiales de la jeunesse au Brésil, le pape François a invité l'Église à se montrer plus humble et à mieux aller à la rencontre des sociétés, d'où la une du quotidien catholique, l'appel au renouveau. Une marée d'amour autour du pape François, c'était le titre retenu par Ouest France et qui notait plus de 3 millions de jeunes et soulignant que c'est devant cette foule immense massée sur la plage de Copacabana que le pape François a célébré dimanche à Rio de Janeiro la messe de clôture des 28e journées mondiales de la jeunesse. Une foule conquise par la chaleur et la simplicité du souverain pontife. Prochain rendez-vous à Cracovie en Pologne, ville natale de l'ex-pape de Karol Wojtyła, bien sûr qui s'appelait Jean-Paul II. Il y avait des nordistes dans la foule des JMD, nous apprenait la Voix du Nord lundi. Le quotidien lillois les a comptés. 80 jeunes des diocèses de Lille, Cambrai et Arras ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse à Rio de Janeiro. Les confrères faisaient d'ailleurs les récits d'un voyage inoubliable dans le sillage du pape François. Un reportage qui avait été écrit par Claire Lefebvre. Plusieurs millions d'euros de bijoux dérobés, braquage sur la croisette, pouvait-on lire lundi à la grande une du quotidien de la capitale. Le Parisien qui indiquait qu'un seul homme s'est emparé de plusieurs mallettes de bijoux. C'était dimanche à l'hôtel Carlton de Cannes. Selon le journal, il s'agit sans doute d'un des plus gros butins de l'histoire. Le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, qui s'exprimait dans les colonnes du quotidien de la capitale, notait que la sécurité n'est ni de droite ni de gauche. En page 4 et 5, le Parisien relevait que le week-end dernier, la baignade a été fatale à au moins 16 personnes, dont 9 dans le seul département de l'Hérault. Les baigneurs ont été appelés à la prudence. Le journal du Pays Basque Sud-Ouest parlait de l'adieu aux fêtes Bayonne. Le quotidien relevait que le menu était varié, du lancer de clés au char. Nos confrères ont fait d'ailleurs un retour sur un événement globalement réussi, mais vraisemblablement entaché par un viol. Le Dauphiné Libéré, autre quotidien français dans sa livraison de dimanche, notait que l'Europe a dit oui au salaire solaire chinois. Une question cependant, quelles conséquences pour les fabricants français? Selon le journal, ils sont bien moins chers que ceux produits en Europe. Du coup, les panneaux solaires chinois avaient été taxés par Bruxelles, de quoi provoquer la colère de Pékin qui avait repliqué en menaçant les exportations françaises de vin et biens. Le Dauphiné Libéré nous apprenait que l'escalade a pris fin samedi dernier. Un accord entre les deux parties établira notamment un prix plancher pour les produits chinois. Quelles conséquences pour les fabricants français? L'élément de réponse se trouvait dans les colonnes du quotidien grenoblois dans sa parution de dimanche dernier. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, s'était également intéressé au sujet en page 4 et nous disait comment l'Europe et la Chine ont fait la paix. Retraite, la tentation d'une hausse de la CSG, pouvait-on lire à la grande une du quotidien de l'économie. Les Échos, lundi, qui nous disait que le compte à rebours est déclenché pour la réforme des retraites. Selon le journal, plusieurs sujets brûlants restent à trancher d'ici un mois, quand les arbitrages seront rendus, à commencer par celui du financement pour ramener le système
à l'équilibre, le gouvernement français entend mettre à contribution les actifs et les entreprises. Au sein de l'exécutif, des voix s'élèvent pour que cela se fasse sans alourdir le coût du travail. L'option d'une hausse des cotisations reste sur la table, mais relève le confrère, elle semble moins probable. Les pressions sont nombreuses pour ne pas pénaliser la compétitivité que le gouvernement cherche par ailleurs à doper. L'exécutif français examine donc d'autres solutions. L'une d'entre elles consisterait à passer par des hausses d'impôts qui concerneraient à la fois les ménages et les entreprises. Pour les ménages, nos confrères soulignaient que l'augmentation de la CSG est clairement envisagée, voire celle de la CRDG qui est la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle aurait l'avantage de ne pas peser seulement sur les revenus d'activité, mais aussi sur ceux du patrimoine. Pour les entreprises, certaines taxes pourraient être augmentées et transférées au régime des retraites. Cette information se trouvait en page 3 et dans l'éditorial d'Henri Gibier, page 7, dans la parution du quotidien français de l'économie de lundi dernier. Et puis, dans ces pages 20 et 21, les Échos nous apprenaient que Publicis et l'américain Omnicom créent le numéro 1 mondial de la publicité. Un mariage entre égaux à 26 milliards d'euros, une direction franco-américaine pour 30 mois. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, dans son dossier de lundi dernier, notait qu'ils étaient 1 millier de personnes au barrage Soie dimanche pour la journée test pour le retour du RSTA qui n'a pas été concluante. Samuel Moine, qui a décidé de poursuivre sa grève de la faim, aura tout de même amené l'État à prévoir une table ronde sur la pauvreté. Le test fait pchit, pouvait-on lire à la grande une du quotidien réunionnais. En Guadeloupe, France Antilles nous apprenait que Chloé a été sacrée. La Sainte Chloé Deher, 17 ans, a coiffé le diadème de la beauté samedi soir lors d'une élection magique où 12 filles prétendaient au titre. Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait qu'en Espagne, le conducteur du train a été entendu et le bilan de la catastrophe ferroviaire était porté à 79 morts. Le conducteur du train a été entendu dimanche par un juge. Il est accusé d'homicide par imprudence pendant que la ville de pèlerinage, parsemée de fleurs et de bougies, se préparait à rendre un dernier hommage aux victimes. En Suisse, la tribune de Genève nous apprenait qu'en Italie, un car est tombé dans un ravin et fait 36 morts. Au moins 36 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dimanche dans le sud de l'Italie lorsqu'un bus est tombé d'un pont routier et a fait une chute de 30 mètres dans un train. Sujet qui intéressait d'ailleurs le quotidien belge Le Soir qui parlait de tragiques accidents de car en Italie. Selon ce journal, un autocar transportant plusieurs dizaines de pèlerins chute dans un ravin, plusieurs dizaines de victimes. La Libre Belgique, autre quotidien belge, dans sa parution de lundi, nous parlait bien sûr après le succès des Rio, les jeunes catholiques se retrouveront à Cracovie. À la grande une, la Libre nous apprenait que la Belgique viole les droits des adultes handicapés. Selon nos confrères, le Comité européen des droits sociaux condamne l'État belge pour le manque de solutions adaptées pour les personnes handicapées de grande dépendance. Les 3 régions en prennent pour leur grade. Et puis le journal de Montréal nous disait que 25% des soldats sont obèses. Le quotidien indiquait que l'obésité dans les forces canadiennes est en train de devenir une menace nationale. Près du quart des membres des forces armées canadiennes sont obèses, constatait d'ailleurs un médecin dans les colonnes de ce journal. Et puis le métro, dans sa livraison spéciale Gay, titrait « Quand les hétéros fréquentent le village ». Nous passons à la journée de mardi. On commence toujours par la France. Affaire tapis, les courriers qui révèlent l'escroquerie. C'était le titre choisi mardi par le quotidien français Le Monde qui indiquait que les juges pensent avoir trouvé des documents prouvant que l'arbitrage Adidas était truqué et ont saisi des lettres adressées aux proches de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, l'ex-chef d'État français. Le Télégramme, autre quotidien français, s'est intéressé au casse du siècle à Cannes. Le quotidien nous racontait mardi que pénétrant par une porte-fenêtre de l'hôtel Carlton de Cannes, le visage dissimulé par un foulard et une casquette, l'homme est reparti à pied par une petite rue perpendiculaire à la Croisette avec son butin record de 103 millions d'euros de bijoux incrustés de diamants. Arsène Lupin a dû se retourner dans sa tombe. Le voleur a disparu comme par enchantement. Heureusement que de plus en plus d'affaires criminelles classées sont résolues grâce à l'exploitation d'empreintes génétiques, comme dernièrement en Isère, comme nous l'apprenait le mardi, Libération qui relevait que l'ampleur du fichage pose problème, d'où la une du journal Cold Case, l'ADN fait la police.
En 7 ans de vacances, la dépêche du midi avait le droit de s'interroger. Faut-il une police des plages? À cette question, nos confrères notaient la désobéissance, l'imprudence et la méconnaissance qui sont à l'origine des accidents pendant les vacances et surtout sur les plages. Le quotidien toulousain a relevé qu'à Grand Toulouse, un accident de camion à Ampalo a perturbé la circulation pendant 5 heures. C'était lundi matin. Il y a eu jusqu'à 21 km de bouchons selon le journal toulousain. En juillet, 140 000 véhicules circulent encore sur le périphérique contre 150 000 en temps normal. Pendant ce temps, il faut le souligner, la manif pour tous prépare ses prochains combats, nous apprenait le Figaro. En septembre, écrivait le quotidien. La manif pour tous se dit prête à taper très fort. Le collectif réclame le retrait du concept de JAR, des manuels, des décrets et des projets de loi et encourage les parents d'élèves à créer des comités de vigilance dans tous les établissements scolaires. Ils seront notamment chargés de traquer la diffusion de la théorie du JAR. Le confrère relevait que, de leur côté, certains parlementaires UMP prennent l'engagement de revenir sur la loi Taubira en cas de victoire à la présidentielle de 2017. Par ailleurs, en Espagne, le gouvernement s'apprête à exclure les lesbiennes et les célibataires de la procréation médicalement assistée, en abrégé PMA, dans les hôpitaux publics. En page 5, dans sa parution de mardi, le Figaro s'interrogeait: Silvio Berlusconi ira-t-il en prison? Eh bien, depuis jeudi, on le sait, il ira bien en prison. La Cour de cassation se réunissait bien sûr ce même mardi à Rome pour étudier un pourvoi de Silvio Berlusconi contre une condamnation à 4 ans de prison et 5 années d'inéligibilité pour fraude fiscale. Selon le journal, la sentence devrait intervenir au plus tôt mercredi. Aujourd'hui, eh bien, c'était jeudi. Mais en raison d'une loi d'amnistie en 2006, il pourrait toutefois ne purger qu'un an de prison et compte tenu de son âge, se verrait proposer une simple assignation à résidence. Malheureusement, il faut le dire, Silvio Berlusconi a été condamné à 4 ans de prison et on parle encore de l'inéligibilité qui est aujourd'hui regardé encore d'un autre œil. Pauvreté, c'est l'alimentation qui traîne, pouvait-on lire à la grande une du journal fondé par Jean Jaurès. L'Humanité, mardi, qui notait qu'avec la crise, de plus en plus de familles modestes sont obligées de rogner sur les dépenses de nourriture. En Europe, les salaires sont partout tirés à la baisse, révèle une étude de l'Institut syndical européen qu'a eu connaissance le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, dans sa parution de mardi. En sa page 15, l'Humanité relevait qu'ils étaient nombreux lundi au cimetière du Père-Lachaise à rendre un dernier hommage à l'auteur de la question, Henri Alleg. Mécénat et patrimoine, à votre bon cœur, pouvait-on lire mardi à la une de Aujourd'hui en France, qui soulignait qu'on peut tous devenir mécènes à contribuer à la hauteur de nos revenus, à sauvegarder le patrimoine que l'État français n'a plus les moyens d'entretenir seul. Israéliens et Palestiniens sont face à face, nous apprenait la Croix. Le journal catholique relevait qu'après un gel de 3 ans, les discussions sur le Proche-Orient ont repris lundi soir à Washington. En pages 10 et 11, entretien de nos confrères avec le pape François à cœur ouvert. Le quotidien français de l'économie rapportait les grandes manœuvres françaises en Amérique. Le journal parlait en premier d'Essilor qui signait la plus grosse acquisition de son histoire. Essilor a racheté pour 1,85 milliard de dollars le spécialiste américain des verres à teinte variable, transition opticale et le fabricant italien de verres Intercast. Cette opération va permettre aux géants français de se renforcer sur un créneau en forte croissance. De son côté, EDF amorce le désengagement du nucléaire aux États-Unis. Dans un entretien aux Échos, le patron de Publicis, Maurice Lévy, revenait sur la fusion annoncée de son groupe avec l'américain Omnicom, qui va donner naissance au premier groupe publicitaire mondial. Et puis lundi, les grands groupes publicitaires mondiaux ont grimpé en bourse au lendemain de l'annonce de la fusion entre les deux entreprises. Alors que l'on craignait un été agité, les marchés européens ont enregistré de nettes progressions en juillet. Le CAC 40 est à 6% en 2013. Une salve d'indicateurs en zone euro ont rassuré les investisseurs, tandis que la saison des résultats a bien débuté. Le retour tant attendu des OPA participe à l'optimisme des investisseurs. Information que vous pouviez trouver en page 24 et 25 et l'éditorial de Guillaume Maujean, page 7, dans la parution et la livraison du quotidien français de l'économie Les Échos de mardi dernier. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien revenait sur l'apnéiste disparu dimanche à Saint-Philippe. L'apnéiste de 24 ans, disparu en mer dimanche soir, était toujours introuvable lundi. Une véritable chaîne de solidarité s'est formée autour des secours, d'où la une du journal Mobilis pour retrouver Teddy. Mobilisé pour retrouver Teddy.
Les I2M plancheront à Brent Bridge, rapportait France Antilles Guadeloupe. Du 9 au 13 septembre prochain, le lycée accueillera les 56 étudiants en communication qui n'ont pas pu valider leur diplôme à la suite d'un imbroglio avec l'université de Lyon. Le journal guadeloupéen nous apprenait que la Fouine s'était arrêtée au gosier pour son drôle de parcours. Lundi soir, au Palais des Sports, le célèbre rappeur français a offert son flow à un public conquis. Au Luxembourg, le quotidien parlait de plus en plus de 100 millions d'euros, de plus de 100 millions d'euros de bijoux volés au Carlton de Cannes. Le montant du vol de diamants et de bijoux commis dimanche dernier à l'hôtel Carlton de Cannes atteint 136 millions de dollars, soit environ 103 millions d'euros. Un niveau rarement atteint. En Suisse, la Tribune de Genève nous disait qu'un des conducteurs a été retrouvé sans vie. Un accident à Grange-Marnan a fait un mort et 26 blessés, dont 5 graves peu avant 19 h. Le corps sans vie du conducteur de l'une des machines a pu être désincarcéré vers 1h30 du matin. En Belgique, la Libre nous apprenait que le monde arabe glisse vers le chaos. Le quotidien belge indiquait que 2 ans après le printemps arabe, l'Égypte et la Tunisie et la Libye menacent de sombrer. Quant à la Libye, le pays est à genoux. À la grande une du quotidien belge, la Libre nous disait que la droite décomplexée chasse sur les terres du MR. Selon le quotidien, depuis quelques mois, et à moins d'1 an des élections, les petites formations politiques de droite dure se multiplient. Qui sont-elles et que proposent-elles? L'élément de réponse se trouvait dans les colonnes du quotidien belge La Libre Belgique, dans sa parution et sa livraison de mardi dernier. Le soir, autre quotidien belge nous disait comment la Wallonie va réduire sa facture de CO2. Le confrère indiquait que la région wallonne se dote d'une feuille de route pour diminuer les gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici 2050. Au Canada, le métro nous apprenait que Québec ordonne la restauration du site Lac-Mégantic. Québec a ordonné lundi aux compagnies impliquées dans la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic de réhabiliter entièrement les lieux souillés par le déversement de pétrole. Le journal de Montréal titrait « C'est le Far West ». On parle bien sûr de UQAM, appel d'offres. Le confrère nous apprenait qu'un appel d'offres de l'UQAM est qualifié de bidon et de dirigé par des joueurs, il faut le dire, de l'industrie qui disent en avoir plein le dos de certaines pratiques observées dans le milieu informatique au Québec. Mercredi, toujours en France, l'église de demain selon le pape François. C'était le titre choisi mercredi par la Croix. Le journal catholique dans sa livraison relevait que l'ensemble des interventions du pape au cours de ces derniers jours dessinent les contours d'une église catholique plus ouverte et plus collégiale. À ce propos, l'une de ces phrases faisait d'ailleurs la une du quotidien français Le Monde. Si une personne est gay, qui suis-je pour la juger? Selon le quotidien français, au cours d'une conférence de presse inhabituelle dans l'avion qui le ramenait du Brésil à Rome, le pape François prônait l'ouverture envers les homosexuels, un changement de ton inédit au Vatican. Au sujet des divorcés, il a affirmé, relève nos confrères, qu'était venu le temps de la miséricorde et souhaitait un changement d'époque. En sa page 8, le quotidien Le Monde nous faisait savoir que le PDG d'EDF assure que l'électricité française restera la moins chère en Europe. Entre le FN et l'UMP, c'est l'attraction fatale, nous apprenait Libération, qui nous faisait savoir que malgré le mot d'ordre national, les élus de droite républicaine sont tentés par les alliances à l'approche des municipales. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, nous disait comment le CAC 40 se joue du fisc. En tout cas, selon nos confrères, grâce à l'optimisation fiscale, la plupart des multinationales paie très peu d'impôts en France en toute légalité. En sa page 7, l'Humanité notait que 8 militaires ont été attaqués en Tunisie et les appels à un nouveau gouvernement se multiplient. En page 12, le journal fondé par Jean Jaurès soulignait la victoire de Yannick Agnel au championnat du monde de natation. Le nageur français de 21 ans s'est imposé mardi sur le 200 mètres nage libre. Il réussit le doublé avec le titre olympique, écrivait Le Quotidien. Information qui intéressait d'ailleurs le quotidien de la capitale, le Parisien, mercredi, qui parlait de Agnel comme d'un nageur en or. À la grande une, le quotidien de la capitale parlait d'un début d'été timide et relevait que le bilan touristique du mois de juillet est décevant, découragé par une météo pourrie et par la crise
Français et étrangers ne se bousculent pas encore sur les lieux de vacances. En tout cas, pour le quotidien Le Télégramme, qui nous apprenait que les touristes se sont vite adaptés à la crise. Leurs séjours sont plus courts, négociés à l'euro près et surtout souvent décidés à la dernière minute. L'œil rivé sur la météo, mais aussi sur les offres de prix cassés. Les professionnels, eux, tentent de faire contre mauvaise fortune. Bon cœur. D'où la une du quotidien Tourisme, place à l'improvisation. Nice Matin titrait mercredi « Séduite sur Internet, puis rançonnée ». Selon le journal, les victimes de l'œuvre escroquerie sortent de l'ombre. Elles sont des centaines sur la côte et la rédaction a rencontré quelques-unes d'entre elles qui sont confiées et racontent leurs mésaventures sur le net et surtout l'escroquerie qu'elles ont été victimes. Le Figaro nous apprenait mercredi qu'Angela Merkel est en route pour un troisième mandat. À 50 jours du scrutin législatif, les sondages font de la chancelière allemande la grande favorite. François Hollande se prépare à composer avec des partenaires allemands sceptiques sur la politique qu'il mène. Nos confrères notaient mercredi que l'usure du pouvoir semble n'avoir pas de prise sur Angela Merkel. Au terme de 2 mandats, sa popularité ne faiblit pas et depuis 2008, sa gestion pragmatique de la crise a renforcé sa position. Les élections du 22 septembre prochain devrait ainsi être remporté par la droite. Cependant, relevait le quotidien, la CDU, même avec son allié le FDP, pourrait ne pas parvenir à gouverner. Merkel aurait ainsi envisagé une coalition avec les sociaux-démocrates du SPD. De son côté, François Hollande sait que le résultat de l'élection allemande donnera le ton de la relation franco-allemande entre antagonisme et réalisme. En page 20, le Figaro nous disait, parlant de retraite, que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français, a 1 mois pour arrêter ses choix. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, était reçue déjà mercredi par le Premier ministre français et le lendemain par François Hollande pour présenter ses options de réforme. Enjeu principal, le financement de retraite et le comblement d'un déficit d'environ 20 milliards à l'horizon 2020. Selon le Figaro, le gouvernement français aura à choisir entre une hausse de la CSG et des cotisations plus élevées. Jean-Marc Ayrault dévoilera ses grandes orientations aux partenaires sociaux les 26 et 27 août prochains. À ce propos, le quotidien français de l'économie, Les Échos titrait impôts, les nouvelles hausses à l'étude. Le journal souligne que François Hollande veut augmenter le moins possible les impôts en 2014, mais les débats pour dégager les recettes nouvelles nécessaires à la réduction du déficit vont bon train. Outre une hausse éventuelle de la CSG pour financer les retraites, le gouvernement français étudie un nouveau gel du barème de l'impôt sur le revenu. La mesure n'est pas arbitrée, mais elle est bien sur la table. Elle s'apparente à une hausse d'impôt, même si les taux ne changent pas. Les seuils des différentes tranches ne sont pas revalorisés à l'inflation, alors que les revenus des contribuables, eux, ont tendance à progresser. Cela accroît la progressivité du barème. Le gel fait rentrer 1,7 milliard d'euros de plus dans les caisses de l'État en 2012. En 2013, le gouvernement Ayrault a choisi de ne pas revenir sur la mesure décidée par la droite tout en exonérant de l'effort 7 millions des foyers payant l'IR. On parle bien sûr de l'impôt sur le revenu sur environ 38 millions. Si le gel était prolongé en 2014, il serait davantage ciblé a priori sur les 3 millions de foyers les plus aisés et rapporterait alors moins de 1 milliard. L'arbitrage dépendra aussi de l'inflation anticipée. De nombreux autres dossiers fiscaux sensibles doivent être tranchés d'ici à septembre, informaient nos confrères. Page 3, l'éditorial d'Henri Gibier. Page 7, vous pouviez retrouver ces informations. Au Luxembourg, le quotidien titrait « Collision ferroviaire en Suisse, l'erreur humaine est la piste privilégiée ». Le journal luxembourgeois indiquait qu'au lendemain de la collision entre 2 trains régionaux lundi soir en Suisse romande, le non-respect d'une signalisation par un des conducteurs est la piste privilégiée par les enquêteurs qui ont déjà auditionné le conducteur du train qui a survécu au drame. En Belgique, le soir, nous apprenait que la politique d'asile du gouvernement belge vide les centres d'hébergement. La Belgique attire moins de demandeurs d'asile, d'où la une du journal « Asile, 5000 places d'accueil supprimées ». Les propos de Cécile Kyenge faisaient la une de la Libre Belgique. L'Italie est étouffée par des voix racistes. Victime d'insultes odieuses depuis son entrée au sein du gouvernement italien, Cécile Kyenge sortait ainsi mercredi d'un long silence. Eh bien, l'entretien se trouvait en page 19 du quotidien belge La Libre Belgique. Au Canada, la procréation assistée est une dérive selon le CHUM.
rapportait déjà le journal de Montréal. Couple gay, immigrants sans emploi, célibataires, le manque d'encadrement du programme de procréation assistée mène à une dérive dans la sélection des personnes admissibles selon, bien sûr, le centre hospitalier universitaire de Montréal. Il devient souhaitable d'analyser la situation et d'envisager établir des balises pour permettre aux cliniques de procréation assistée d'appliquer uniformément les règles, pouvait-on lire dans un mémoire du centre hospitalier de l'université de Montréal et que rapportait le journal de Montréal le mercredi. La ville de Montréal nie avoir engagé des firmes corrompues. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait lire à la grande une du quotidien montréalais Le Métro. Le maire de Montréal, Laurent Blanchard, a nié mardi que la ville ait embauché des surveillants de chantier de firmes corrompues au lieu de confier le travail à des cols blancs. Consommation, il traque les internautes, pouvait-on, pour leur faire payer plus cher, pouvait-on lire à la grande une du quotidien suisse La Tribune de Genève qui indiquait que des prestataires de services suivent des achats en ligne d'internautes et font grimper les prix en cas de clics répétés. C'est l'ID Tracking, une élue vaudoise s'en inquiétait d'ailleurs dans les colonnes du quotidien suisse La Tribune de Genève dans sa parution de mercredi dernier. On continue avec la journée de jeudi. Banlieue, Hollande crée un emploi, c'était le titre choisi jeudi par Libération pour nous dire qu'en visite mercredi à Clichy-sous-Bois, le président français a parrainé un contrat franc, symbole d'une approche économique en rupture avec les plans Marshall. Pour le Figaro, Hollande redoute déjà les pièges de la rentrée. Tension sociale due à la réforme des retraites, agitation politique au sein même de sa majorité, inquiétude économique avec la progression attendue du nombre de chômeurs, le tout avec les élections municipales de 2014 en ligne de mire. Le confrère notait que tout concourt à ce que dès septembre prochain, François Hollande soit pris dans la nasse. En outre, relevait le quotidien, le gouvernement en pleine préparation du budget 2014 devra rendre ses arbitrages et officialiser des décisions douloureuses à la rentrée. Et le chef de l'État français sait à quel point les questions de fiscalité sont sensibles politiquement. En page 20, dans une interview exclusive au Figaro, le président du directoire de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, indiquait qu'il perçoit des signes de redressement dans l'activité et les comptes du constructeur. Le Monde nous parlait de ces jeunes Français qui veulent partir. Selon le quotidien, plus d'un jeune diplômé sur 4 affirme vouloir travailler hors de France, un chiffre qui a quasiment doublé en un an. Nos confrères ont fait une rencontre avec ceux qui passent à l'acte. Le journal relevait que la crise économique constitue un accélérateur pour de nombreux candidats au départ, notamment pour des jeunes issus de l'immigration. Les sites de conseil à l'émigration sont en plein essor et constituent un nouveau business ciblant aussi bien les jeunes que les retraités. Pour le sociologue Olivier Gaillan, rencontré par nos confrères, les jeunes qui auraient le plus intérêt à l'exil sont aussi ceux qui ont les capacités les plus faibles de le faire. En page 2, Le Monde nous assurait que Bradley Manning, analyste de renseignement militaire et principal informateur de Wikileaks, a été acquitté du chef d'accusation d'intelligence avec l'ennemi, mais reconnu coupable d'espionnage par un tribunal militaire américain. Âgé de 25 ans, il encourt une peine de 136 ans de prison. En tout cas, pour le journal, Manning est un espion, mais pas un traître. Agroalimentaire, la Bretagne plumée par le dumping social, pouvait-on lire jeudi à la grande une de l'Humanité. Le journal fondé par Jean Jaurès indiquait que la région subit une véritable saignée dans l'emploi. En cause, les choix européens et la concurrence déloyale exercée par l'Allemagne. En page 4, le quotidien notait un crash sur l'emploi à Air France. La compagnie aérienne supprime encore 2500 postes. Information qui intéressait jeudi le quotidien français de l'économie, Les Échos. Le quotidien français de l'économie nous disait pourquoi Air France doit encore supprimer des milliers de postes. Les Échos soulignaient que le chiffre précis n'a pas été donné mercredi lors du comité central de l'entreprise, mais les syndicats et la direction d'Air France ont clairement laissé entendre qu'il tournerait autour de 2500. À peine les premières mesures du plan Transform 2015 ont-elles commencé à être mises en place après une longue concertation avec les organisations représentatives du personnel que la compagnie aérienne française augmente le total des économies et des pertes d'emplois qui vont avec. Pas question de licenciement, priorité étant donnée au départ volontaire. Mais relevait le quotidien, c'est tout de même 5% des effectifs qui sont concernés. Pris dans le feu croisé des compagnies low cost et des riches concurrents du Golfe, pénalisés par le niveau des charges sociales françaises, Air France est condamné à réduire ses coûts.
Parlant toujours d'avions, les Échos notaient le virage historique pour le géant EADS. Le groupe se rebaptise Airbus et crée une nouvelle division défense et espace. Le quotidien de la capitale, le Parisien, notait le retour de Koh Lanta. 4 mois après la mort d'un candidat et le suicide du médecin de l'émission, TF1 a annoncé mercredi que son programme le plus populaire reviendrait à l'antenne en 2014. Air France se serre la ceinture, c'était le titre choisi par le Télégramme qui nous apprenait également que la compagnie aérienne française a confirmé mercredi qu'elle envisageait en 2014 quelques 2500 nouvelles suppressions de postes via des départs volontaires. En 2012 et 2013, 5122 postes ont déjà été supprimés. But de l'opération, ramener la dette de la compagnie à 4,5 milliards fin 2014 contre 6,5 milliards en janvier 2012. Parlant de vacances, la dépêche du midi indiquait que où doit sauver juillet, mer, montagne, campagne, tout est prêt dans la région pour recevoir les touristes. L'Est républicain titrait jeudi électricité plus 5% dès aujourd'hui. Le journal soulignait que c'est la plus forte hausse ces 10 dernières années, plus 5% en moyenne pour les particuliers, alors que la facture énergétique des Français a bondi en 2012. 200 € de plus, le prix de l'électricité augmente, celui du gaz baisse, moins 0,45%. Iran, l'amorce d'un changement, c'était le titre choisi par le journal catholique La Croix, jeudi, et qui indiquait que le nouveau président Hassan Rouhani prête serment ce samedi à Téhéran. Ses premières déclarations marquent une volonté d'apaisement dans le pays et avec l'Occident. Au Luxembourg, le quotidien titré Paradis fiscaux, le Luxembourg est plainte par l'OCDE. Selon le journal luxembourgeois, le Forum mondial chargé de traquer les paradis fiscaux a jugé inférieur aux exigences internationales les pratiques d'échange d'informations du Luxembourg avec d'autres pays. Pour la première fois, le Forum mondial attribuera en novembre prochain des notes à 50 de ces pays. Parmi ceux-ci, Israël et la Lituanie sont examinés pour la première fois et uniquement sur leur cadre réglementaire. En Suisse, la Tribune de Genève nous apprenait que Boulad Chagayev sera expulsé à la fin août prochain. Le tribunal fédéral vient de rejeter le recours de l'homme d'affaires russe contre la décision de son renvoi. En Belgique, la Libre titrait seconde résidence en France, le Belge moins taxé. Selon le quotidien belge, le président français François Hollande a décidé de faire marche arrière sur une série de mesures prises récemment et qui avaient considérablement alourdi la fiscalité sur les secondes résidences. Il ne faudra plus attendre 30 ans pour obtenir l'exonération des plus-values immobilières sur les seconde résidence. Le 1er septembre prochain, le délai passe à 22 ans, de quoi peut-être inciter certains vendeurs à mettre leurs biens en vente et ainsi alimenter l'offre, soulignent nos confrères. Pour le soir, autre quotidien belge. Un employé sur 7 travaille à domicile. Ainsi, le nombre de Belges qui travaillent à la maison a augmenté de 25% en 3 ans. À Montréal, le métro titrait autoroute Ville-Marie. Le recouvrement pourrait coûter moins cher. Selon le confrère, le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie entre les rues Zanguinet et Saint-Urbain ne coûterait que 50 à 75 millions de dollars. Avant ce projet Montréal qui s'occupe bien sûr de ce projet. De Phnom Penh, Post titrait jeudi percée de l'opposition dans les élections contestées. Le journal indiquait que le parti du peuple cambodgien, le PPC, a vu son emprise de fer sur l'Assemblée nationale s'affaiblir de manière impressionnante, perdant 22 sièges, annonçait d'ailleurs le quotidien cambodgien. Le parti du Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 1985, a tout de même remporté 68 des 123 sièges en jeu selon les premiers résultats officiels. Au Liban, le quotidien L'Orient, le jour au Liban Nord, l'une des plus grandes pinèdes du Moyen-Orient brûle depuis 3 jours. Selon le journal libanais, les incendies qui éclatent ici et là depuis lundi dernier dans les casas de Dénié et du Akkar ont repris de plus belle. C'était mercredi matin avec la hausse des températures. L'un des feux les plus impressionnants et difficiles à éteindre a ravagé le village de Sphiré à Dénié. Il avait commencé lundi au niveau de Betormaz pour s'étendre jusqu'au Sphiré où se trouve une des plus grandes pinèdes du Moyen-Orient. Selon des estimations publiées par l'agence Al-Markazia, quelques 60 000 mètres avaient déjà brûlé. Mercredi, nous apprenait le quotidien libanais d'expression française dans sa parution de jeudi dernier.
Terminons par la journée de vendredi, le sujet qui faisait la une de presque tous les journaux quotidiens et internationaux vendredi, c'était la confirmation de la condamnation de Silvio Berlusconi. C'était le cas en France avec Libération qui titrait Berlusconi, naufrage à l'italienne. Selon le confrère, pour la première fois, l'ex-chef du gouvernement italien a été condamné définitivement jeudi à une peine de prison. Le Figaro parlait de la chute du Cavaliere. Le quotidien français indiquait que Silvio Berlusconi est condamné à une peine de prison. Le jugement de fraude fiscale de l'ancien chef du gouvernement italien a été définitivement confirmé par la Cour de cassation. La peine devrait cependant être aménagée, relevait le Figaro qui notait par ailleurs que son inéligibilité de 5 ans devra être rejugée en appel. En page 23, le Figaro remarquait que le CAC 40 a clôturé à 4042,73 points à la fin de la séance de jeudi. Le seuil des 4000 points n'avait pas été atteint depuis la fin mai, mais la bourse ne fréquentait plus ces niveaux depuis la tempête de l'été 2011 lors de la crise de l'euro. Ce signal positif traduit l'anticipation des investisseurs sur les résultats des entreprises cotées. À ce propos, le quotidien français de l'économie nous donnait les raisons d'une euphorie estivale. La première, l'amélioration. La Banque centrale européenne a décidé de maintenir ses taux bas pour une période prolongée afin de soutenir une activité économique en zone euro qui devrait se stabiliser et se redresser à un système lent, selon son président Mario Draghi. La Banque centrale européenne envisage de publier le compte rendu de ses réunions à l'automne prochain. Autre chose que soulignait les Échos dans sa parution de vendredi, c'est qu'en annonçant qu'il avait plus que doublé ses bénéfices trimestriels en un an pour 555 millions d'euros au 30 juin. La Société Générale a largement dépassé les attentes des marchés. Dans la foulée, le groupe a indiqué avoir atteint avec 6 mois d'avance ses objectifs de solvabilité et vouloir les dépasser à la fin de l'année, suscitant bien sûr une hausse de 10,38% de son titre en bourse. Information que vous pouviez trouver en page 26 et dans Crible page 10. Et puis on continue toujours. Ainsi, les ténors de la côte ont connu des parcours très disparates depuis le début de l'année. EDF est en tête de l'indice sur 7 mois avec un bond de 60,6%, à l'inverse d'ArcelorMittal qui fait figure de lanterne rouge, moins 26,3%. Position aux pays émergents, une thématique phare par le passé, n'a plus vraiment la cote. Pour l'humanité, l'audiovisuel privé comme public recourt massivement aux contrats précaires. Vie en miettes, peur du lendemain, les langues se déligent. Les témoignages, vous pouviez les trouver dans les colonnes du journal fondé par Jean Jaurès. Aujourd'hui en France, se faisait la chasse aux arnaques de l'été et parlait d'aliments périmés, de fausses appellations, consignes de sécurité négligées, etc. Le journal notait que la chasse aux arnaques de l'été a commencé avec de belles surprises à la clé. Florilège, bien sûr, de toutes ces manifestations dans les colonnes du quotidien. Pour la Marseillaise, quand on parle de vacances, eh bien c'est une réalité contrastée. Selon le journal phocéen, le taux de départ est à la hausse, mais les inégalités se creusent entre les Français. En page 28, le quotidien de Marseille a également noté la prison confirmée pour Silvio Berlusconi. Pour le quotidien toulousain, la Dépêche du Midi, un mystère plane à Perpignan. Une mère et sa fille ont disparu depuis 19 jours. Les recherches s'intensifient. En Haute-Garonne, la Dépêche remarquait des records de soleil et de chaleur. Le confrère nous disait que le mois de juillet a été le 3e mois le plus chaud depuis 113 ans. Il y a 10 ans qu'il n'avait pas fait aussi chaud. Et bien sûr, Toulouse a aussi connu 23% d'ensoleillement en plus d'habitude. Le mois d'août sera beau, mais plus normal. Madame, monsieur, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes qui se déroule tous les samedis entre 7h et 8h heure d'Afrique centrale, entre 6h et 7h heure GMT et tous les dimanches matins, vous le savez, toujours à la même heure. Au plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour une nouvelle édition. Il est bien de se quitter pour mieux se retrouver. Restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.